Voilà, donc effectivement, on voulait vous faire un petit point aujourd'hui pour revenir un petit peu aux sources sur les filaments et les fils. Donc, juste pour se situer, mais je pense que l'ensemble d'entre vous connaît très bien l'ensemble de la filière textile. Mais vraiment, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire dès l'amont pour se dire, je vais apporter une fonction à mon produit final. Voilà, c'est se dire le fil, de quelle manière il peut m'apporter la fonction que je recherche sans forcément être obligé d'appliquer des solutions de surface ou des traitements effectivement d'après, mais aller directement au cœur du matériau. Ce sera l'intérêt qu'on va voir dans les fils et les filaments polymères, c'est qu'on va pouvoir vraiment intégrer une fonction au cœur du matériau pour la rendre plus durable. On est vraiment dans les époques où on essaie justement d'avoir des fonctions durables de tous les textiles. Donc ce sera une des voies que l'on peut proposer pour pouvoir avoir une fonction vraiment durable dans le temps. Alors, pourquoi des fils spéciaux? Pour plusieurs domaines déjà. Alors quand on parle ici les fils spéciaux, moi je vais vraiment faire un focus aujourd'hui sur les fils polymères que l'on peut transformer par un procédé en voie fondue. Donc il y a quand même une grande large de polymères, on va les voir juste après. Mais c'est vraiment un petit focus ici sur ces matériaux-là, puisqu'on peut les fonctionnaliser d'une manière vraiment assez particulière par rapport aux fibres naturelles ou artificielles, ou même les fibres que l'on peut réaliser par une voie solvant. Alors, dans quel domaine on peut les rencontrer? On peut tout à fait les rencontrer dans le milieu de la mode pour apporter des fonctions lumineuses à des filaments et à des structures textiles, avec des effets phospho, rétro, changement de couleur. On va voir un petit peu tout ça. On peut apporter du confort également directement à partir d'un fil polymère, avec des fonctions plus élastiques, avec des applications de confort thermique. On peut également les retrouver dans le milieu médical, tout simplement pour le relargage d'actifs spécifiques, de principes actifs ou cosmétotextiles. On peut les retrouver aussi toujours avec des propriétés un peu élastiques pour de la compression sur mesure, pour les bas de contention par exemple. On peut obtenir des fils avec des performances optimisées. Là, on va aller plutôt dans la technique avec les fils capteurs, avec des fils avec des propriétés aussi très spécifiques comme de la mécanique sur mesure ou bien des propriétés retard au feu. Et puis, on finira sur une note positive pour ce début d'année 2023 avec l'économie circulaire et toutes les belles choses qui sont à réaliser à partir du recyclage, mais également de l'éco-conception dès l'amont de la filière. Donc, je vais débuter un petit peu ma présentation pour revenir à la base des définitions sur les filaments pour bien que l'on comprenne les nuances entre nos fibres et nos filaments continus tels qu'on va en parler aujourd'hui. Donc, le filament, c'est vraiment le résultat d'un matériau polymère qui va passer à travers une filière, comme on peut voir ici, et qui va en déterminer la géométrie et un diamètre de sortie. On peut très bien se dire le matériau polymère qui va en sortir étant fondu pour récupérer des filaments effectivement sous forme encore en fusion en sortie, mais on peut aussi extruder des filaments par un procédé en voie solvant. Ah, on ne voit pas le PowerPoint. Non, ce n'est pas normal, Mélanie. Alors, pourquoi vous ne voyez pas le PowerPoint? Alors, moi, je le vois bien. Moi aussi, je le vois très bien. Ah, tu le vois bien. Est-ce que... Ah bon. Jérôme, tu le vois toujours pas, toi? Non. Ah, c'est Mélanie. Bon. Désolée, Mélanie. Est-ce que, alors, Okay. éventuellement, partage ton écran si c'est. Il faut juste synchroniser. Bonjour Laurent. Bonjour. C'est bon. Ok, super. Merci. Alors, je continue avec mes filaments. Donc, les filaments, une fois passés donc, à travers la filière, auront un certain diamètre. Alors, quand on parle de filaments qui composent un multifilament, on est sur des diamètres très fins. Ça va du cheveu, 80 microns à peu près, à
limite microfibre, on est à peu près à 10 microns, mais de manière générale, on est sur des diamètres de filaments qui sont plutôt autour de 20 à 30 microns de diamètre. Et puis, quand on est plus grossier, à l'ordre de quelques millimètres, on arrive dans la famille des monofilaments. C'est ce qu'on peut utiliser soit le fil de pêche, soit de manière plus démocratisée maintenant aujourd'hui, le filament pour impression 3D, où là, on est sur des diamètres de 2-3 millimètres. Quand on est sur le multifilament, on va parler plutôt de titres, pour qu'on puisse se comprendre les uns les autres en fonction des matériaux, soit en détex, soit en denier. Et on a pour habitude de dire qu'un fil 16730, c'est un fil de 167 décitex qui est composé de 30 filaments. Un multifilament est composé de manière basique de plusieurs filaments, effectivement, mais ça peut être un nombre de 4, 10, 20, 200. Ça dépend effectivement des filières, tout simplement, qui déterminent donc le nombre de trous de filière et donc le nombre de filaments finaux dans le multifilament. Les spécificités d'un multifilament, sur une fiche technique, on va retrouver le titre, le nombre de filaments, ses performances mécaniques que sont la ténacité, l'allongement à la rupture, souvent le retrait thermique pour des applications techniques. Et puis, on va retrouver des indications un peu plus barbares, LOI, MOI, POI, FOI, SSY, en fait, qui résument les conditions dans lesquelles ont été réalisés le multifilament sur la machine de filage. On a des fils qui sont LOI, c'est-à-dire très peu orientés ou moyennement orientés pour le MOI et puis partiellement orientés pour le POI. Donc ça, c'est des filaments qu'on va pouvoir retravailler derrière, par exemple, dans des procédés de texturation, moulinage, pour laisser un petit peu d'allongement et de possibilité au fil d'être retravaillé sur des étapes ultérieures de moulinage, par exemple. Et puis, quand on passe sur des fils un peu plus techniques, avec des mécaniques et des niveaux de ténacité qui sont un peu plus exigeants, on va arriver sur des multifilaments hautement orientés, donc des feuilles, voire des super orientés, où on arrive sur des propriétés de très haute ténacité. Les polymères que l'on peut retrouver justement pour l'utilisation textile en extrusion filage sont assez variés. Ce qui est important de savoir pour ces matériaux polymères, c'est vraiment des caractéristiques thermiques et rhéologiques. C'est vraiment ça qui va conditionner la processabilité de ces matériaux polymères en extrusion filage. C'est pour ça que tous les fournisseurs et tous les chimistes ne produisent pas forcément des polymères avec un grade filage, c'est-à-dire adapté à l'extrusion filage, qui nécessitent des niveaux de fluidité et de viscosité adaptés à des travails à très haute vitesse. L'extrusion filage, on peut aller à des vitesses de classiquement 2 à 4000 mètres minutes, mais on peut aller jusqu'à 6000 mètres minutes. Donc, on a des niveaux de contraintes en termes de vitesse, cisaillement, traitement du matériau qui sont très, très, très exigeantes. C'est pour ça qu'on attache une très grande importance à la nature des matériaux polymères qu'on va utiliser. Je vous ai listé ici des exemples de fournisseurs de polymères de grade textile, Invista et Indorama pour le polyester, Dupont pour la fibre PPT par exemple, BASF et Solvay et Arkema pour la famille des polyamides. Et puis dans les polyolépines, on va retrouver Repsol et Sabic. Ce sont des exemples, il y en a d'autres, mais sachez qu'au moins ces fournisseurs-là proposent des grades textiles. Et puis quand on dit grade textile, ça veut tout rien dire, parce que en fonction de l'usage, si on veut un fil plutôt pour l'habillement ou un fil plutôt technique, eh bien dans ces familles et dans ces matériaux polymères, on a également des spécificités pour chacun d'eux en fonction de si on veut un fil très haute ténacité ou si on veut un fil plutôt pour l'habillement, si on veut du monofilament ou du multifilament. Donc effectivement, on va se retrouver sur des grades, donc des viscosités adaptées à l'usage derrière. Voilà, donc quand on pense polymère pour le filage, il y a vraiment déjà un cahier des charges très clair à déterminer pour sélectionner le bon matériau polymère. Une fois qu'on a choisi son matériau, on va pouvoir lui apporter quelques fonctions en fonction effectivement des fonctionnalités qu'on souhaite lui apporter. Alors, dans ce cas-là, on peut réaliser ce qu'on appelle, nous, des opérations de formulation par voie fondue. On sélectionne un matériau polymère,
un additif avec la fonction qui va bien, qu'on souhaite apporter. Et puis, on va réaliser une première étape de compoundage. Donc là, on est dans le milieu de la plasturgie. On va introduire dans le polymère en fusion des additifs. Alors, attention aux additifs, effectivement. Je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de produire à terme un multifilament avec des filaments unitaires de 20-30 microns de diamètre. Donc, la sélection des additifs est également une étape clé dans la réalisation de ces produits fonctionnels, puisqu'il nous faut des diamètres adaptés et surtout un état de dispersion de ces charges qui soit également adapté au procédé d'extrusion filage et à toutes les contraintes que vont rencontrer les filaments derrière. Donc, il y a un travail de formulation qui est assez important à réaliser, sourcing plus formulation. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir travailler donc, ces mélanges prêts à l'emploi ou dilués directement en extrusion filage en travaillant sur les conditions procédés. Là, pareil, effectivement, il y aura peut-être des blocages et des défauts apportés à ces fonctions dans les filaments, mais tout le travail est de travailler sur les paramètres procédés pour pouvoir aller au-delà de ces limites et atteindre le cahier des charges visé. Voilà un petit peu la démarche que l'on peut proposer pour pouvoir développer les filaments. Alors, des exemples de fils développés. On parlait tout à l'heure de produits pour la mode. On a des exemples de fils lumineux. Par exemple, dans le cas d'un projet qui était un anciennement FUI, le projet Effigie, un projet national, on a pu développer, par exemple, des multifilaments avec des propriétés phosphorescentes qui étaient au-delà de ce qui pouvait se faire industriellement et ce qui pouvait exister. On pense au Ghost de Sinterama, par exemple. Eh bien, on a pu aller au-delà en termes d'intensité lumineuse et de rémanence du fil. Donc là-dessus, c'était des applications qui étaient visées pour le sport et loisirs, le fashion, le design, mais également aussi pour des aspects sécuritaires dans les bâtiments recevant du public, par exemple. En cas de coupure d'électricité, on pouvait avoir effectivement des filaments, alors qu'on peut retrouver sur des moquettes, sur des sièges, etc., qui peuvent aider l'évacuation des bâtiments. On peut apporter aussi une fonction rétro-réfléchissante. Donc là, c'était plutôt un système de gainage de billes de verre autour d'un filament existant. Donc c'est la société GRC Reflex avec le fil Cry qui maîtrise cette technologie et qui développe des fils à géométrie vraiment circulaire que l'on peut travailler en tricotage, en tissage pour apporter ces fonctions rétro-réfléchissantes. Quand on parle lumière, on peut aussi parler changement de lumière, changement de couleur par des sollicitations extérieures. Vous voyez, par exemple, ici, on a pu réaliser des multifilaments qui contiennent des taux de charge. C'est la même et unique charge, mais avec des taux effectivement différents. Encore un problème de PowerPoint. Alors, il paraît qu'il faut synchroniser, comme dit Laurent, pour pouvoir voir effectivement la présentation. J'espère que ça ira pour vous. J'ai pas de souci, moi. Tout marche bien de mon côté. Donc, le taux de charge a été varié pour pouvoir faire varier effectivement la différence de couleur et notamment le rendu sous UV. Et de ce fait-là, eh bien, on a pu travailler sur ici un tissu jacquard où on voit que dans la lumière extérieure, on n'a aucune différence effectivement de couleur entre ces différents papillons. Et puis quand on passe sous UV, là, effectivement, on a une différence de couleur. Ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées par exemple pour de la traçabilité ou ce genre de choses. Et on voit ici que, à part une différence de taux d'additif dans un filament, on peut également se dire travailler sur les contraintes exercées sur des matériaux. Ici, on voit qu'après une déformation, eh bien, on a un changement de couleur suite à l'arrivée d'un allongement de 40% de déformation. Eh bien, on observe ici un changement de couleur sous UV toujours. Donc, ce qui peut nous indiquer eh bien, une déformation d'un matériau. Par exemple, un textile qu'on ne voit pas se déformer à l'œil nu, eh bien, on a un capteur, une espèce de filament qui, lui, peut être témoin de cette fameuse déformation. Donc, c'est effectivement des choses qui peuvent être regardées. Hop, si j'arrive à lancer la vidéo, vous voyez ici, par exemple, sous sollicitation, on peut avoir des changements de couleur qui peuvent être réversibles.
On peut également se dire et travailler sur des géométries de filaments particulières. Et on a vu que le multifilament est composé de plusieurs filaments. Eh bien, si chaque filament unitaire de ce multifilament a une géométrie particulière, eh bien, on peut apporter une fonction uniquement liée à la géométrie, à la physique de la fibre. Comme ici, on peut le voir, avec des filaments donc trilobés, donc en triangle, eh bien, en fait, on a un effet de réflexion de la lumière qui est beaucoup plus important que si on était sur une fibre complètement circulaire. Alors malheureusement, vous devez me croire vis-à-vis de la photo que je vous montre, mais si j'ai l'occasion de vous rencontrer, je vous montrerai les échantillons, c'est assez bluffant. On voit vraiment très nettement la différence de brillance entre un filament circulaire et un filament trilobé. Et puis, on peut apporter d'autres fonctions que des effets lumière avec cette fameuse géométrie. On peut apporter des notions de confort, puisque par exemple, ici avec la fibre Fine Cool de Toray ou la fibre 4DG de Fiber Innovation Technology, eh bien, on s'aperçoit que la réalisation de canaux effectivement en surface de la fibre permet soit des drainages d'humidité, donc l'évacuation d'humidité, soit des aspects isolants, effectivement, en air, donc pour améliorer un confort thermique, soit effectivement, on peut voir ici comme des gants, des sacs de couchage, mais on peut avoir d'autres fonctions, effectivement, comme de la filtration ou de l'isolation thermique. On arrive à des propriétés de fil, là, qui sont intéressantes pour 2 raisons. D'une part, l'élastane, je pense que la plupart d'entre nous aimeraient bien pouvoir éviter de la travailler, c'est vraiment très compliqué. Et elle a des propriétés, cette fibre, qui sont surdimensionnées par rapport à l'usage qu'on en fait. Effectivement, ici, on voit un graphe qui montre, hop, que je vous mette bien le pointeur, qui montre effectivement un allongement de la fibre lycra, ici en bleu foncé, qui est démesuré par rapport à ce qu'on a pour objectif de travailler, plus de 500%, avec des retours élastiques certes très importants, mais vraiment surdimensionnés pour l'usage. Par rapport à un polymère classique qu'on voit ici en vert, la fibre en vert, donc un polymère classique qui s'allonge beaucoup moins et avec un retour élastique beaucoup moindre, mais qui a pourtant des fonctions de performance mécanique qui sont intéressantes. L'idée, c'est de se dire, peut-être combiner les deux, une meilleure ténacité et également un retour élastique par un savant mélange d'un polymère classique et d'un polymère élastomère, donc soit base polyolefine, soit base polyamide en fonction de ce qu'on peut identifier comme matériau, et puis réaliser un mélange de ces deux matériaux pour obtenir un fil hybride avec des propriétés de retour élastique. Ici, on a pu développer par exemple des filaments qui ont un retour proche de 100% après 50% de déformation. Alors, on n'est pas au niveau d'élastane avec 300% de déformation, mais qui sont, comme je vous le disais, parfois surdimensionnés. Mais pour des applications confort, vêtements de travail, vêtements de sport, on peut très bien avoir une utilité à ces matériaux-là qui ont la particularité d'être de la même nature que la fibre d'origine. Donc, quand on pense fin de vie du produit, effectivement, ça donne un avantage également puisqu'on est plutôt monomatière plutôt que d'avoir effectivement un polyamide et un élastane, par exemple, à séparer. Donc, des choses effectivement assez intéressantes pour la suite. Ici, hop, je vais essayer de vous montrer effectivement une vidéo. En fait, c'est le cycle, l'hystérésis effectivement de retour élastique des filaments. Donc, on monte, on relâche et on voit qu'effectivement qu'on a un retour. Donc, je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout effectivement de la vidéo, mais si on avance, on voit qu'effectivement, on a un retour de la fibre. Alors, on a forcément une hystérésis au premier passage. Et puis, par la suite, effectivement, sur plusieurs cycles, on commence à récupérer effectivement des cycles de déformation qui reviennent. Donc, en fonction des mélanges et des procédés de filage, on a différents retours élastiques possibles. Ensuite, dans le milieu médical, on peut également y trouver un intérêt au fil avec des fonctions particulières, notamment lorsqu'on va pouvoir
additiver au sein du filament des actifs. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça pouvait être soit des principes actifs comme des médicaments. Alors, quid de la température, effectivement, puisqu'il faut dans ce cas associer ces principes actifs qui sont souvent avec des températures de dégradation assez basses. Donc l'idée, c'est de trouver déjà la bonne matrice polymère qui puisse se transformer à basse température. Je vous rassure, il en existe, dans lesquelles donc, on peut introduire le fameux actif et puis ensuite pouvoir contrôler son relargage avec le temps. Et là, on peut aussi appliquer donc, ces actifs dans les cosmétotextiles. C'est le cas notamment de la fibre Emana, qui avait été développée par Rhodia à l'époque, Solvay maintenant, où on avait introduit des particules minérales qui permettaient, bon voilà, à prendre avec des guillemets, d'optimiser la circulation sanguine et la régulation thermique. Et donc, c'était intégré notamment à des collants féminins, par exemple. Et puis, il y a aussi la fibre 37,5 en polyester chargée en charbon actif issu de noix de coco et qui permettrait, par exemple, aussi de pouvoir avoir une meilleure protection aux UV, une régulation en hygrométrie et également de capter des odeurs et donc particulièrement les mauvaises odeurs. Voilà, des idées de fonction. On peut avoir du relargage de parfum, de la crème, voilà. On peut avoir tout type d'actifs introduits dans le filament directement. On peut également aussi travailler les fils pour avoir des propriétés mécaniques sur mesure. Là, je vous ai fait l'exemple ici d'une fibre bicomposante. Donc là, ça veut dire que un quartier sur deux, c'est une matrice polymère et le second, c'est une autre matrice. Donc, on est vraiment sur une proportion ici, par exemple, 50% d'un polymère, 50% de l'autre. Et l'idée, c'est de se dire, ben, moi, je voudrais un fil qui résiste à temps, qui a un niveau de ténacité très important, mais en même temps qui, quand on approche de la chaleur, puisse se rétracter très, très fortement, mais ne pas se dégrader pour autant. Alors voilà, un savant mélange de tout ça fait que la combinaison de polymères techniques a pu être réalisée de manière à obtenir un cahier des charges vraiment spécifique sur la mécanique d'un fil. Voilà, donc c'est des exemples où on peut vraiment combiner la performance de deux matériaux polymères qui sont assez éloignés sur le papier, mais en combinant les deux, on arrive à avoir des propriétés vraiment uniques et très spécifiques. Et puis donc, j'ai envie de dire, à part la pigmentation et la coloration effectivement des filaments, une des grandes utilisations de la fonctionnalisation, c'est pour l'unification effectivement des fils, notamment dans le cas des polyesters, où effectivement, hein, quand on part d'un fil polyester, ici on voit par exemple avec le test de la propagation de la flamme, on voit qu'effectivement on a une inflammation importante et la création de gouttelettes qui fait qu'effectivement on est complètement rédhibitoire pour un classement M1. Donc là ici, c'est pas sur le meilleur support, je vous l'accorde, on est sur une structure assez aérée, tricotée, mais on voit déjà effectivement l'effet ici, voilà, d'un polyester non chargé qui brûle intensément. Et puis la version à côté où on a pu introduire l'agent inifugent au cœur de la matrice polymère. Ici, on voit effectivement un effet bénéfique et un effet retardateur aux flammes. Bon, il a du mal à avancer. La bande est un peu... Croyez-moi, vous viendrez le voir. Alors, un autre usage des filaments qui est assez particulier, même nous on a été surpris de cette demande, c'était dans le cadre d'un développement d'un projet européen qui s'appelait Cerexpro, où l'idée c'était de pouvoir utiliser les filaments et les structures tricotées notamment en tant que précurseur de céramisation. Donc l'idée ici c'était de charger extrêmement un filament en polymère et de pouvoir le mettre en forme en structure tricotée. Là, c'était le gros du challenge, effectivement, de ce projet. Et de pouvoir ensuite le céramiser, donc brûler à 1000 degrés, de manière à obtenir uniquement, vous voyez, la structure finale ici,
issu de ce tricot initial. Donc, on a complètement éliminé la matrice polymère haute, mais voilà, c'était un précurseur de céramisation pour pouvoir mettre en forme, avec des géométries particulières, ici un textile et ensuite un échangeur thermique. Un usage que l'on connaît un peu mieux maintenant, effectivement, et que l'on retrouve de plus en plus, hein, c'est l'usage des capteurs. Effectivement, quand on va pouvoir utiliser des fils, alors qu'ils soient monofilaments ou multifilaments, on peut introduire des charges conductrices à l'intérieur et puis certaines sollicitations extérieures comme une montée en température, un allongement mécanique, une flexion, la présence d'un gaz, d'un solvant peut faire modifier effectivement l'organisation de ces charges conductrices au sein du filament et du coup induit ensuite un changement de signal électrique. Donc ici, par exemple, avec une flexion, on ne le voit pas, mais ça va apparaître, j'espère. On peut voir effectivement un changement d'intensité électrique en fonction du phénomène de flexion-réflexion. Donc, et ceci, un phénomène réversible en fonction des cycles. Donc pour cela, on avait identifié et choisi les matériaux polymères qui pouvaient effectivement apporter ces modifications à la charge électrique avec les différents cycles appliqués. Mais c'est un exemple effectivement d'utilisation. Et puis pour finir sur une touche plus positive, on va aller plutôt dans l'aspect économie circulaire avec l'usage des fils recyclés et d'abord la transformation des matières premières recyclées. Le plus classique, le PET bouteille, hein, effectivement, ça on l'a tous validé. Le PET bouteille se transforme très bien effectivement en multifilament textile, tout simplement parce que la viscosité et les grades de polyester utilisés pour les bouteilles nous permettent ultérieurement la transformation de ces matériaux, donc de ces paillettes pour l'obtention de multifilaments donc recyclés. Mais pour les produits textiles, quid de cette transformation, puisque on ne part pas des mêmes matériaux de base, on a des niveaux de viscosité différents, on a des mélanges, on a toutes les problématiques qui sont présentes dans le cadre du textile, mais on a pu quand même, dans le cadre d'un de nos projets, réaliser un recyclage de fils en boucle fermée. Donc, on est parti ici vraiment de structures tissées et tricotées existantes pour pouvoir ensuite mettre en forme, vraiment en forme adaptée à la retransformation et à la granulation ensuite de ces matériaux. Donc, mise en forme et granulation de ce polymère pour pouvoir le transformer ensuite dans des étapes de monofilament et multifilament et les intégrer dans les structures tissées et tricotées, donc en boucle fermée. Donc ça, on a pu le faire sur une matrice. Pour l'instant, on a éprouvé le mécanisme sur une matrice polypropylène qui, elle, est plus favorable à ce recyclage thermomécanique. D'autres sujets sont en cours sur les recyclages vraiment polyamide et polyester, mais là, on est obligé effectivement de céder de la chimie pour pouvoir arriver à des performances de produits que l'on peut travailler en extrusion filage. Mais voilà, beaucoup de choses sont en cours, beaucoup de choses restent à faire. Donc, ça dépend vraiment de la matière première en amont. Et c'est pour ça qu'on a un gros travail sur ces sujets. Et puis, pour ne pas travailler ces matières recyclées, on peut aussi penser éco-conception et se dire, ben voilà, je vais plutôt travailler des matériaux biosourcés. Dans ce cas-là, il existe également pas mal de matériaux disponibles sur le marché, avec la plus connue, hein, la fibre PLA, hein, et notamment Ingeo de NatureWorks, qui est déjà disponible pour des grades textiles notamment et multifilaments. On a également le Green Fill, hein, donc le polyamide 11 développé par Arkema, le Green Fill produit par Radici, qui est également disponible et qui est un polyamide 11 biosourcé issu de l'huile de ricin, qui peut également être exploité avec de très bonnes propriétés d'ailleurs, hein, les fils polyamide 11. Et puis, pour éco-concevoir, on peut également se dire comment moi, dès l'amont, dès la confection de mon vêtement, de mon textile, je peux penser éco-conception. C'est-à-dire se dire, voilà, moi, je vais avoir des coutures, je vais avoir des assemblages. Eh bien, je vais pouvoir utiliser peut-être un fil dès l'amont, un fil de couture
pour lequel, moi, avec une sollicitation extérieure, je vais pouvoir commencer à le dégrader, détériorer, de manière à faciliter ensuite les étapes de désassemblage de mes multicouches, par exemple. Et ça, il existe des additifs qui peuvent répondre à ces sollicitations et qu'on peut introduire dans les filaments. Donc, ça peut être des sollicitations UV, micro-ondes, thermiques. Voilà, c'est des choses qui sont à imaginer en fonction de la fin de vie du produit et de ce que l'on souhaite récupérer comme nature de textile. Mais voilà, sachez qu'il y a des solutions qui émergent actuellement et qu'on peut retravailler. Voilà, pour introduire donc, ces fils de broderie en couture, en tissage, en tricotage, pour faciliter donc, le désassemblage. Voilà, c'était dense, je le reconnais, mais l'idée pour moi, c'était de pouvoir vous exposer et de vous montrer l'ensemble des possibles, sachant que ce ne sont que des exemples de réalisation ou de ce qui peut être sur le marché. Ça peut donner des idées. Voilà, le fil de demain reste à être inventé et on serait bien heureux de vous accompagner dans les développements si vous avez effectivement des idées. J'espère que techniquement, on pourra essayer d'y répondre ou au moins de vous orienter vers les bons partenaires si c'est le cas. Voilà. Alors, on ne t'entend pas, Nadège. Pardon. Voilà. Pas de souci. Non, je te disais merci. Je disais qu'on apprend toujours des choses, nous aussi. N'étant pas experte sur le sujet, j'améliore toujours ma connaissance pour ma part. J'ai l'impression que c'était plutôt très clair. Il y a quelques questions qui commencent à arriver. Donc, une sur le chat. Comment se recyclent tous ces fils synthétiques lorsqu'ils sont additivés? Alors, il y a plusieurs questions en une. Alors, donc, on va peut-être les prendre les unes après les autres. Comment se recyclent tous ces fils synthétiques lorsqu'ils sont additivés? Et en d'autres termes, est-ce qu'un tissu, étoffe, vêtement, produit à partir d'un fil synthétique additivé peut être recyclé mécaniquement ou chimiquement avec des produits non additivés? Alors, effectivement, les additifs, c'est le nerf de la guerre, effectivement, pour le recyclage. Il y a les colorants, il y a les additifs opacifiants dans le polyester, effectivement. Et ça, alors, par la voie mécanique, il existe des systèmes, effectivement, de filtration qui peuvent être utilisés quand c'est le cas, quand c'est des particules solides et qu'on arrive effectivement à déterminer la granulométrie. Idéalement, le recyclage chimique, ici peut avoir son intérêt puisque dans certains procédés de recyclage chimique qui sont en cours de développement, on arrive effectivement à séparer ces additifs de la matrice polymère. Voilà, donc c'est des choses qui sont encore en cours d'étude où les chimistes effectivement travaillent dessus. Il n'y a pas encore de solution. On est bien d'accord qu'actuellement, on n'a pas la solution, mais je pense que dans les prochaines années, effectivement, il y aura cette solution où on va pouvoir dissocier les additifs, notamment les colorants et les additifs type TiO2, ce genre de choses, des matrices usuelles. Et dans le cas où le taux d'additifs sont très faibles, on peut très bien aussi se dire on va les utiliser en recyclage thermomécanique. Et si jamais on a des taux vraiment importants et que c'est rédhibitoire pour la mécanique, par exemple, on peut très bien se dire, eh bien, je vais apporter de la matière vierge dans mon produit, on va dire, entre guillemets, pollué de ces additifs, de manière à rediluer un petit peu ces additifs pour en diminuer la proportion. Mais ils seront effectivement tout de même présents. Voilà. Ouais. Alors, oui, j'émettais des réserves dans le sens où je n'ai pas forcément vu de rapport en tant que tel sur scientifiquement les effets. C'est plus du ressenti, du sensoriel, ce genre de choses, effectivement. Donc, c'est des panels, c'est qui ont eu ces résultats. C'était dans ce sens-là où j'émettais quelques doutes. C'est tout. C'était du subjectif et non pas de l'objectif, et je suis assez objective. Par contre, effectivement, est-ce qu'on peut relaguer de façon contrôlée? Il y a des matériaux polymères
qui existent et qui, eux, ont des capacités de relargage contrôlées. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir se dire, est-ce que ces matériaux polymères, on peut les transformer en filaments et est-ce qu'avec les surfaces spécifiques, c'est-à-dire les très faibles diamètres de filaments dont on dispose, est-ce que le relargage peut être aussi bien contrôlé que ce qu'on peut avoir sur un film, voilà, une plaque ou ce genre de choses. Et c'est là où c'est des choses qui sont à vérifier. Mais il y a des matériaux polymères que l'on peut travailler dans ce sens. Maintenant, avoir l'efficacité sur filament en fonction des diamètres, du taux d'actif à l'intérieur, du temps de relargage, c'est des choses qui peuvent être regardées. On a déjà regardé, nous, pour certaines applications, effectivement. Après, de là, alors, il y a du relargage, mais il y a encore un peu de travail pour bien contrôler ce relargage. Oui, de la tenue dans le temps des additifs. Ouais. Oui. En fait, je vois que tu lis les questions en même temps, donc j'ai capté la main. Oui, alors, justement, l'intérêt de pouvoir introduire ces additifs au cœur des matériaux, au cœur du filament, c'est de pouvoir effectivement retarder le décrochage, entre guillemets, s'il existe de ces additifs. Nous, ce que l'on fait effectivement quand on introduit des additifs, c'est qu'on a la chance d'avoir le laboratoire testé ici. Donc, on fait des études et des essais de tenue mécanique au frottement, au lavage. Et quand nécessaire, on analyse également l'innocuité des produits via nos services Eucotex, par exemple. Justement, je me permets juste de faire un petit point de réexpliquer finalement tout ce qu'on peut faire sur la plateforme. Je pense que tout le monde ne connaît pas la plateforme filage. Effectivement, il y a des liens avec les labos. Oui. Donc, cette plateforme, elle est située sur Écully. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les machines? Effectivement, la plateforme et donc l'équipement d'extrusion filage et de compoundage sont localisés sur notre site d'Écully. On ne travaille pas seul puisqu'effectivement, nous, un fil plat qui ressort de l'équipement, on en a besoin de caractériser. Alors, on a les outils de caractérisation de fil, mais on va également jusqu'au produit fini avec tous les outils de prototypage dont dispose IFTH, que ce soit en tricotage, tissage, tressage. Donc, on valide la processabilité de ces filaments, ce qui nous permet ensuite de pouvoir caractériser et valider, comme les performances au feu que je vous ai montré tout à l'heure, les résistances au frottement, les lavages, etc. C'est des choses qu'on regarde pas forcément sur le fil, mais vraiment sur le produit fini. Voilà, une fois tissé, tricoté, pour avoir une vraie réponse et un démonstrateur en tant que tel. C'est vraiment tout. Alors, tout l'intérêt aussi, alors on travaille en mode projet privé, mais en projet collaboratif aussi. Oui. C'est vraiment de pouvoir mettre tout un ensemble de compétences autour de la table. Nous, on va évidemment avoir cette capacité à prototyper et caractériser, mais tout l'intérêt, c'est de l'intégrer dans une chaîne complète et de pouvoir l'industrialiser à la fin, en tout cas pour l'ensemble de nos partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez déjà travaillé des fils en PHA et PHB? Donc là, il y a un nom scientifique, phéno, etc. derrière. Oui, effectivement, on a déjà travaillé ce type de matériaux polymères. Il y a quelques années maintenant, on a eu quelques succès effectivement dans l'élaboration de fils PHA, mais on était encore loin des performances mécaniques qui étaient adaptées à la transformation de ces multifilaments en structure textile. Par contre, c'était maintenant, il y a entre 5 et 10 ans. Donc, on n'a pas retesté depuis certains PHA, mais je pense que les chimistes ont dû s'améliorer. Donc, effectivement, ça resterait à valider et à retester avec les nouvelles générations de polymères actuellement sur le marché. Pourquoi pas? Oui. À la deuxième question, donc c'est avec Tectera, un de nos partenaires, peut-on les mettre en forme avec l'équipement dont vous disposez? Effectivement, on peut les tester. On peut les tester. Oui. Effectivement. C'est tout l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle est vraiment à spectre large, en fait. C'est ça. L'idée, c'est de se dire, je vous ai fait un petit panorama des polymères usuels textiles, mais l'idée, c'est de se dire, et les autres polymères, les nouveaux polymères qui arrivent ou les matériaux polymères qui sont utilisés dans le milieu de la plasturgie. Voilà,
pourquoi on ne les mettrait pas en forme de filament et quelle fonction ça peut apporter, soit sur fil, sur structure textile. Donc, l'idée de l'outil, il est vraiment large et on peut effectivement tester tout type de matériaux polymères sur des équipements et travailler ardemment, j'ai envie de dire, la processabilité pour voir quelle performance mécanique, quelle performance produit on peut en retirer. Non, visiblement, Ça a l'air bon. C'était clair. Je vais juste, Carole, en fait, tu t'es pas présentée tout à l'heure. Voilà, je le mets à la fin, c'est étonnant. Un tout petit topo sur ton profil. Voilà, donc... Non, mais je me permets de pointer, mais parce que tu as une longue expérience dans le domaine, donc voilà, si quelqu'un a envie d'échanger sur le sujet. Il n'y a pas de souci. Donc, Carole Aubry, donc, je suis arrivée à IFTH en 2009, initialement sur la plateforme P2F, qui était localisée à Flaviac, donc en même temps que la machine d'extrusion filage. Donc, j'ai exercé le métier de chef de projet pendant 10 ans, effectivement, sur la plateforme, avec voilà, tous les projets un petit peu que je peux vous présenter aujourd'hui. Hein. C'est près de 10 années de travail pour en arriver là. Et maintenant, on a localisé effectivement la plateforme sur Equili. Donc, on est au plus proche des équipes, de l'ensemble de l'équipe R&D et test et essai. Donc, là-dessus, on monte également en compétences. Et maintenant, je suis en charge effectivement de l'équipe R&D. Et donc, je coordonne la R&D maintenant sur le site d'Equili. Donc, j'élargis aussi mon spectre de compétences et du coup, des nouvelles idées pour les développements. Donc, ça me paraissait important de dire les 10 années d'expérience et pourquoi tu peux être en capacité de parler de tous ces projets aujourd'hui et pourquoi tu es la meilleure interlocutrice que j'ai présentée tout à l'heure. D'autres questions si on a encore quelques minutes, si quelqu'un veut. Bon, a priori, tout est OK. N'hésitez pas, de toute façon, vous voyez mon mail, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, on est également ouvert pour vous répondre avec grand plaisir. S'il n'y a plus de questions, on va vous laisser pour aujourd'hui. Non, je ne vois plus de questions. Je vous remercie de nous avoir, d'être fidèles au rendez-vous encore pour beaucoup. Bienvenue au nouveau. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons dans d'autres sessions, donc toujours une fois par mois, le premier jeudi du mois. Et donc, je vous donne rendez-vous, ça doit être le 2 février, je crois, le prochain jeudi. Et nous donnerons le sujet d'ici quelques jours. Merci à tous. Merci.